On va terminer cette partie de présentation des dipoles usuels en parlant des sources. On a différents types de sources dans un circuit électrique et qu'on va catégoriser en source de tension ou source de courant selon que la source essaye d'imposer la tension dans le circuit ou le courant. Alors on va bien sûr commencer par idéaliser ça et voir comment est-ce qu'on peut représenter quelque chose qui aurait un comportement parfait du point de vue de la modélisation. Et pour faire le plus simple, par exemple pour une source de tension, ce serait un système, un générateur, qui va imposer une tension à ses bornes, quel que soit le courant qu'il traverse. En d'autres termes, il va imposer une certaine tension, il va se débrouiller pour donner au circuit le courant que le circuit demande pour que la tension à ses bornes reste constante. Alors, on a des sources idéales de tension, mais aussi des sources idéales de courant qui vont imposer un courant dans une branche, quelle que soit la tension à ses bornes. Donc de nouveau, il va se débrouiller pour imposer la tension nécessaire pour débiter le courant qui est demandé. Et donc, comment est-ce qu'on peut représenter ces sources? Alors, pour la représentation des sources, vous avez pour la source de tension, on va avoir tendance à représenter ça par un cercle sur une droite. Et vous avez les deux bornes de la source qui sont ici, et là vous imposez la tension. Alors historiquement, les tensions des générateurs sont notées E, certainement pour entrée, donc la tension d'entrée de votre système imposée par un générateur. Donc là-dedans, ça c'est une source de tension. Et quand on s'intéresse à ce qu'on va appeler plus tard la caractéristique de cette source, si on regarde, on se met en convention générateur, puisqu'une source ça va être générateur, donc ça va être plus simple de le mettre sous cette forme-là. Alors cette source de tension-là, pris avec, si je m'intéresse à la tension à ses bornes dans ce sens-là, avec un courant qui part là, une source de tension, elle dit que quel que soit le courant, on a que la tension à ses bornes est égale à la tension E qui est sur le schéma à côté. Vous voyez que, en règle générale, on ne va pas dessiner les deux, puisqu'il y a correspondance entre ces deux flèches, à condition bien sûr de les avoir orientées dans le même sens. Mais on va directement juste mettre la flèche de la tension directement E et utiliser ça à chaque fois qu'on a besoin de la tension aux bornes de la source. On utilisera E directement avec l'orientation qui aura été choisie lorsque l'on met ici. Bien entendu, je peux très bien choisir de mettre la flèche dans l'autre sens. Ça veut simplement dire que le générateur va essayer d'imposer une tension dans l'autre sens. Donc là, vous avez déjà une source de tension. Alors, une petite remarque. Qu'est-ce que c'est qu'une source de tension nulle? Quand on veut éteindre une source de tension, ça revient à dire qu'on impose une tension nulle. Eh bien, imposer une tension nulle, c'est, remarque, donc si E est égal à 0, si on impose une tension nulle, alors la source avec E égale 0, c'est équivalent à un système qui impose une tension nulle. Et le système qui impose une tension nulle à ses bornes, c'est le fil idéal. Un fil idéal, c'est un truc qui, quel que soit le courant qu'il traverse, a toujours une tension nulle à ses bornes parce qu'on néglige la résistance interne de votre fil, ce qu'on fera en règle générale dans tous les traitements théoriques. Et si jamais vous avez un fil dont la résistance n'est pas négligeable, il faudra le prendre en compte et on rajoutera manuellement une résistance supplémentaire dans le circuit et on gardera nos fils de résistance nulle. Donc vous voyez que la représentation avec le cercle prend en compte du fait que si on éteint, il suffit d'effacer un petit peu votre cercle et vous voyez que ça se remplace par un fil. Donc ça c'est pour une source de tension, et puis vous avez le jumeau maléfique de la source de tension qui va être la source de courant. Alors la source de courant, de nouveau, on va le représenter par un rond, sauf que au lieu de mettre un trait dans la continuité du fil, on va mettre un trait à la perpendiculaire du fil, et cette source de courant
va être une source qui, alors généralement, on va compléter ça par une petite flèche et puis on va noter un état comme ça. Donc là, de nouveau, si on définit un I dans ce sens-là et un U dans ce sens-là, une source de courant, c'est une source qui, quelle que soit la tension U, impose que le courant I dans la branche dans laquelle est placée la source, ce soit ce fameux état. Alors ça peut être état, ça peut être grand I0, ça peut être toutes les notations, mais état c'est une notation qui revient de temps en temps, et puis c'est une lettre sympa à tracer. Donc c'est ça que je prendrai dans mes exemples. Alors à noter que de temps en temps, donc j'essaye de garder cette notation là parce que on a un courant qui est imposé, mais de temps en temps vous trouverez aussi la notation dans ce sens là où l'on met la flèche état comme ça. Là, cette flèche là n'a rien à voir avec une tension, ça veut simplement dire que la source de courant qui est ici impose un courant dans la branche correspondante et dans le sens donné par la flèche. Donc là, il faut se méfier, ça c'est bien une flèche de tension, mais ça ce serait juste une flèche qui dit le courant va vers la droite dans cette source de courant, mais c'est bien un courant qui est imposé par la source. À remarquer aussi que si on éteint la source, qui revient à dire qu'on impose un courant nul, donc si état est égal à 0, alors la source de courant qui impose un courant nul dans une branche va être équivalent à ça. Et ça c'est quoi? Ça c'est une visualisation d'un interrupteur. Vous aviez l'interrupteur qui serait fermé quand vous êtes en position là, et là vous avez un interrupteur ouvert. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un objet électrique qui impose que le courant soit nul, quelle que soit la tension à ses bornes? Eh bien, c'est un interrupteur ouvert. Donc, dans la représentation même de la source de courant, vous voyez ce qui se passe si vous imposez que votre source vous donne un courant qui soit nul. Donc là, une source de tension idéale, quel que soit le courant qui traverse la source, la tension à ses bornes, c'est E. Une source de courant idéal, c'est quelle que soit la tension à ses bornes, le courant qui traverse la source, c'est état. Et en d'autres termes, bien sûr, c'est la source impose E et se débrouille pour fournir le I qu'il faut pour que dans le reste du circuit, tout le monde soit content. Et là, c'est pareil, la source impose de courant état et se débrouille pour fournir la tension qu'il faut pour que tout le reste du circuit soit content. Alors, attention, ne jamais brancher deux sources de tension ensemble, en parallèle, ou, ce qui revient à même, court-circuiter une source de tension. Alors j'en profite pour rappeler ce que c'est que court-circuiter. Court-circuiter, ça veut dire brancher un fil entre les deux bornes de votre dipôle. Et donc en fait, le courant va vouloir passer dans le fil, comme on le verra dans la section suivante, la partie suivante, sur le diviseur de courant. Donc, ne jamais brancher deux sources de tension en parallèle ou court-circuiter une source de tension. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. Si je mets deux sources de tension en parallèle, l'une par rapport à l'autre, et puis encore en parallèle potentiellement d'autres choses, avec un E1 et un E2, qu'est-ce qui se passe? La tension aux bornes de cette source, ça doit être E1, la tension aux bornes de cette source, ça doit être E2, et qu'est-ce qui se passe si jamais E1 et E2 sont différents? On a un problème si E1 est différent de E2. Donc vous avez que il y a forcément l'une des deux sources qui va entre guillemets gagner et obliger l'autre à garder sa tension à elle. De la même manière, si vous court-circuitez une source de tension, ça veut dire si vous mettez un fil à ses bornes, le fil impose une tension nulle, la tension aux bornes d'un fil
est nul. Or, cette tension est censée valoir E1. Et si E1 n'est pas nul, vous allez au-devant de problèmes. Heureusement, les sources idéales sont idéales, n'existent pas dans la pratique, et donc vous ne devriez pas pouvoir casser votre système, puisque vous n'aurez pas accès à une vraie source idéale. Vous n'aurez accès au mieux qu'à ce qu'on appelle une alimentation stabilisée, qui peut s'approcher d'une source idéale dans certains fonctionnements, et elle va basculer de fonctionnement si jamais elle n'est plus capable de fournir le caractère idéal qui est demandé. Donc ça, c'est pour la source de tension. De même, il ne faut jamais mettre deux sources de courant dans la même branche. Deux sources de courant dans la même branche. Ou la laisser, ou les laisser en circuit ouvert. Alors, pourquoi? Parce que si vous les mettez dans la même branche, vos deux sources de courant, donc, par exemple, vous en avez une qui impose un courant état 1, l'autre qui impose un courant état 2, et puis vous avez le reste du circuit qui est branché dessus. Eh bien, le courant I qui circule dans cette branche-là doit à la fois être égal à état 1 et à état 2, ce qui pose problème si état 1 n'est pas égal à état 2. S'il y a égalité, c'est pas grave, les deux sont contents puisqu'ils imposent le courant et il vaut bien le état 1 commun aux deux, mais s'il n'y a pas égalité, ça pose souci. Et de la même manière, si vous laissez une source de courant en circuit ouvert, comme ça, avec votre système qui est ouvert, étant donné que le courant ne peut pas circuler dans l'air, vous allez avoir un souci. Vous ne pouvez pas avoir juste du courant comme ça. Il faut qu'il y en ait qui rentrent et il y en a qui sortent. Par conservation de la charge, les charges ne pourront pas gentiment s'accumuler sur les bords et vous aurez un souci. Bon, ça se présente moins souvent, ou alors au contraire plus souvent. C'est forcément un machin, avant que vous le branchiez, il est débranché. Donc ça vous montre que le caractère source idéale, c'est vraiment une utopie, qu'on ne peut pas avoir une source idéale toute seule. Alors c'est pour ça que nos générateurs, en règle générale, ne sont pas des sources idéales, mais vont être modélisés par ce qu'on appelle un générateur de Thevenin ou un générateur de Norton. Donc, petit b, générateur de Thevenin. Donc un générateur de Thevenin, c'est un modèle, donc c'est un truc qui n'existe pas en pratique, mais un modèle qui va permettre de représenter un générateur réel, comme cette pile que vous avez. Vous pouvez la représenter sous forme d'un générateur qui soit un générateur une source idéale de tension, donc qui fournit une tension E, mais aussi avec une petite résistance. Donc vous avez la petite résistance, petit r, qui est ici, et donc en pratique, là, ça par exemple, ce serait équivalent à ma pile, dont les deux bornes correspondent à ces deux points-là. Quand je veux représenter l'action d'une pile dans un circuit électrique, je vais dire que ma pile va être représentée par ce circuit-là, une certaine source idéale. La source idéale, la tension, ça va être les 1,2 volts. Et puis le petit r qui est la résistance interne de la pile. Et si je veux que ça se comporte le mieux comme un générateur idéal, il va falloir que ce petit r soit le plus petit possible comparé aux résistances que je vais avoir dans le reste du circuit. Donc ça, c'est typiquement le schéma qui va revenir très très souvent, et à chaque fois que vous aurez un générateur, vous allez toujours mettre une petite résistance en série. Alors la question c'est, quelle est la relation entre la tension que j'ai
aux bornes de mon générateur. Hein. Vous voyez que ma pile, il y a une certaine tension à ces bornes. Et le courant qu'elle est capable de débiter. Par exemple, si je mets le reste du circuit par là, hop, ma pile, elle va débiter un certain courant. Eh bien, je vais me mettre ici en convention. Vous voyez que c'est une convention générateur, puisque un générateur de Thevenin, ça va souvent être pris en convention générateur, mais il n'y a pas d'obligation. Et vous allez avoir comme ça, enfin, j'aimerais connaître facilement la relation qu'il y a entre la tension et l'intensité. Alors la première, je vais la faire, puis après je vous donnerai d'autres schémas et puis vous allez me trouver les correspondances. Vous voyez que la tension U, c'est la tension aux bornes de la source idéale plus la tension aux bornes de petit r. Donc c'est la tension de la source plus la tension aux bornes de petit r, c'est-à-dire que aller de ce point-là à ce point-là, soit je peux y aller directement en utilisant U, soit je passe par la source puis par petit r pour arriver là, c'est le même chemin, j'ai juste fait un arrêt intermédiaire. Et la tension de la source, par définition d'une source idéale de tension, vu que les deux flèches ici sont bien dans le même sens, ça me donne E, et la tension aux bornes de R, eh ben non, c'est pas RI, c'est moins RI, parce que si vous faites attention, là vous êtes en convention générateur pour la résistance, et donc on a du moins RI. Donc la relation ici, c'est U égale E moins RI. Alors je ne l'encadre pas entièrement, cette relation, parce qu'à chaque fois, il va falloir que vous la retrouviez. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière dont tout a été orienté. Et là, je vais vous laisser faire en exercice. Bon, déjà, essayez de me trouver ceci, et puis comme ça, on va pouvoir essayer de voir quelle est la relation. Vous allez voir qu'on peut avoir quasiment tous les cas possibles. C'est bon, vous avez trouvé? Alors, on va à chaque fois prendre la même méthode qui va consister à se rajouter des tensions intermédiaires. Là, par exemple, alors je vais toujours les mettre dans le même sens que U, parce que comme ça, la première équation que je vais écrire va toujours avoir la même tête. Après, il va falloir réfléchir. Donc là, j'ai UR, et là, j'ai la tension aux bornes de la source. Et je commence toujours par dire que mon U, il est égal à U de la source plus UR. Et après, on réfléchit que valent UR et U de la source. Si on regarde cette résistance, alors on va commencer par le US puisque c'est le premier. Si on regarde la flèche du US, elle est vers la gauche alors que le E est vers la droite. Donc US est égal à moins E. Donc là, je me retrouve avec du moins E. Et si je regarde là, cette résistance est en convention récepteur, puisque UR va à l'opposé de I, et donc la tension UR, c'est plus RI. Donc là, vous voyez que avant j'avais E moins RI, là j'ai moins E plus RI. Ceci dit, c'est relativement normal, puisque je me suis contenté d'avoir inversé le sens de U, donc j'ai un signe moins supplémentaire dans mon système. Si je prends cette situation-là, de nouveau, U, ça va être U de la source plus UR, à condition de mettre UR dans ce sens-là et US comme ça. Vous voyez qu'ici US et E sont dans le même sens, donc finalement US est égal à plus E. Très bien. Et là, j'ai ma résistance qui est en convention récepteur, donc UR c'est égal à plus RI, donc je me retrouve bien avec du E plus RI. Dernier, même principe, je vais donner les tensions pour les mettre dans le même sens que ici. Donc là, je suis dans ce sens-là et là, j'ai U de la source. Donc j'ai toujours U qui est égal à US plus UR. Ça découle du choix de mon intermédiaire pour mes tensions. J'ai décidé d'orienter dans le même sens pour simplifier les choses. J'aurais pu les orienter dans l'autre sens, hein. Ça m'aurait fait simplement un signe lorsque j'aurais fait la sommation, mais comme ça, j'ai pas besoin de me poser de questions. Au niveau de la source, vous voyez que le US est à l'opposé de E, donc ça va être du moins E. Et là, j'ai on a
une résistance qui est en convention récepteur. À ce moment-là, j'ai du plus RI et donc on se retrouve avec cette situation-là qui est équivalent à celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai tout échangé. J'ai échangé le E, j'ai échangé le I, j'ai échangé le U. Si j'avais voulu avoir le dernier cas, c'est-à-dire l'opposé de celui-ci, il aurait fallu que je prenne un système comme ça, où effectivement je prends E vers la gauche, je prends U vers la droite, et je prends I vers la droite aussi, de sorte que le I ce soit toujours US plus UR. US, donc je l'ai fait aller vers la droite, c'est moins E, et UR, il va vers la droite aussi, je suis cette fois-ci en convention générateur, donc UR, c'est moins RI. Vous voyez que j'ai toutes les combinaisons possibles, E moins RI, moins E plus RI, E plus RI, moins E moins RI, donc ça dépend entièrement de la manière dont on choisit, quelle est la tension qu'on choisit de mesurer aux bornes de notre générateur de Thévenin. Un générateur de Thévenin, c'est vraiment l'ensemble des deux dipôles et l'orientation qu'on choisit pour la source idéale à l'intérieur et bien sûr la convention globale. Est-ce que je me place en convention générateur ou est-ce que je me place en convention récepteur? Là, vous avez U et I qui sont à l'inverse l'un de l'autre. Bref, ce qui est important, c'est que on trouve une relation qui est une relation, alors le physicien va dire que c'est une relation linéaire, on va garder le concept, on va dire que c'est un générateur linéaire de tension. Pour autant, normalement pour le mathématicien, linéaire ça veut dire proportionnel à, alors que là j'ai une relation qui est une relation affine entre U et I. Donc l'important c'est que on a toujours une relation linéaire, en fait, affine. Mais bon, le physicien, pour lui, la linéarité, l'affine, ça passe dans la linéarité, entre U et I. Donc c'est le point important, et ça va nous permettre de modéliser quand on fera des caractéristiques, on va se rendre compte que si on trace U en fonction de I pour une pile, ça va nous donner quasiment une droite. Et ben, si on regarde l'ordonnée à l'origine de la droite, ça va être ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile, et la pente de la droite va être liée à la résistance interne de mon système, et ça va me permettre de modéliser la pile par un générateur de Thévenin. Alors, vous avez le jumeau maléfique du générateur de Thévenin, c'est le générateur de Norton. Donc le générateur de Norton, eh bien, vous allez faire exactement l'inverse de ce qu'on a fait pour Thévenin. Thévenin, on a pris une source de tension, on l'a mis en série avec une résistance. Et bien là, on va prendre les jumeaux maléfiques correspondants. Donc on va prendre une source de courant plutôt qu'une source de tension et on va le mettre en parallèle plutôt qu'en série. Et le générateur de Norton va avoir cette tête-là. Donc vous avez la résistance petit r et vous avez la source de courant avec un courant état qui est imposé par ce générateur de Norton. Donc là aussi, on a les deux bornes de notre générateur qui vont être ici. On va imposer qu'on mesure une tension U aux bornes de ce générateur, et puis ce générateur est parcouru par un courant I qui rentre ici et qui ressort de l'autre côté. Sous-entendu, vous avez le reste du circuit qui est branché derrière pour qu'il puisse y avoir un courant qui circule. Et moi, j'aimerais avoir la relation entre U et I. Cette fois-ci, je vous laisse réfléchir pour essayer d'écrire ça. Ici, vous voyez que globalement, je me suis appuyé sur l'additivité des tensions, qui correspond à une loi d'émail dans la maille qui est ici. Le jumeau maléfique de la loi d'émail, c'est la loi des nœuds. Donc, essayez de voir comment la loi des nœuds va pouvoir vous permettre d'obtenir cette relation. C'est bon? Donc, si je regarde, je vais écrire que I,
le courant I qui circule ici va se subdiviser en deux. Je vais noter un I-état là et un IR ici. Donc ce courant I, ça va être, par loi des nœuds, le courant dans la branche du générateur de courant plus le courant dans la branche dans laquelle il y a la résistance. Comment est-ce que je les obtiens? Ici, vous voyez que I-état, c'est par définition le courant qui est imposé par le générateur de courant. Je les ai mis dans le même sens, donc je me retrouve directement avec état. Et IR, j'ai une résistance. Je me pose la question, quelle est la tension à ces bornes? Là, j'ai un fil qui va jusqu'à la résistance. Là, j'ai un autre fil qui va jusqu'à la résistance. Donc la tension U, c'est la tension aux bornes de la résistance. C'est bien la tension aux bornes de la résistance qui est bien parcourue par le courant IR. Donc on a U égale moins RI. Oui, puisque vous êtes ici en convention générateur. Le I dans la résistance monte, le U aussi. Donc je me retrouve avec U égale moins RI, ce qui veut dire que I, c'est moins U sur R. Et donc, j'ai une relation qui fait intervenir I et U, qui est aussi une relation linéaire, sauf que cette fois-ci, c'est I que j'exprime en fonction de U plutôt que U en fonction de I. C'est une relation linéaire qui fait intervenir la source de courant et la résistance interne. Alors, de nouveau, on peut se faire un petit exercice en prenant les différentes orientations. Alors, arrêtez-vous, prenez 2 minutes, cherchez ça. Normalement, si vous avez compris, c'est toujours autour des mêmes recettes. Alors, vous pourrez réussir à trouver la relation entre le U et le I qui sont ici en fonction de la résistance R interne de votre générateur de Norton et de la source de courant. C'est bon? Alors, de nouveau, je vais introduire les points supplémentaires. Je vais de nouveau le faire dans le sens I-état IR. Donc, j'ai la même relation I qui va être égale à I-état plus IR, puisque j'ai orienté en passant par I. Et cette fois-ci, là, vous voyez que le I-état, il descend, alors que état, il monte. Donc, je me retrouve avec l'opposé de état. Et IR, là, la résistance R est en convention récepteur plutôt qu'en convention générateur. Donc, IR, c'est plus U sur R. Et donc, j'ai le premier lien qui est donné directement. Si je regarde ça comme ça, I, il est toujours en train de descendre. Donc, je vais mettre I-état dans ce sens-là et IR là-dessous, de sorte que j'ai bien I qui vaille I-état plus IR, sauf que cette fois-ci, comme état, il descend aussi, I-état, c'est état, et IR descend, U monte, je suis en convention récepteur, j'ai du plus U sur R, tout va bien, et, on va le mettre là, le dernier, donc I, il monte, ça veut dire que I-état, il est dans ce sens-là, IR, il est là. J'ai toujours, puisque I, il monte là, I qui vaut I-état plus IR. Là, j'ai état qui va vers le bas, I-état qui va vers le haut, donc j'ai du moins état. Et ici, j'ai I et U qui vont dans le même sens, donc une convention générateur, et je me retrouve avec du moins U sur R. Là encore, vous voyez que j'ai état moins, moins état plus, moins état moins et état plus. Donc j'ai toutes les combinaisons possibles, ce qui fait que vous ne devez pas apprendre ça par cœur, ça ne sert à rien. Parce que si l'énoncé est un tout petit peu méchant, il va changer juste un truc et puis vous aurez une erreur de signe qui va vous pourrir la vie. Par contre, vous devez, si vous savez refaire ça, quelle que soit l'orientation, vous saurez retrouver la bonne relation. Et en fait, c'est important de le faire parce que tous les exercices vont reposer sur des écritures qui sont de ce type-là. Donc, autant s'entraîner sur les exercices simples et puis les trucs de base qui nous permettent de nous y retrouver. Bien. Alors, vous sentez bien que là, j'ai une relation linéaire, là, j'ai une relation linéaire.
Donc en gros, U c'est une droite en fonction de I c'est une droite en fonction de U, donc ici aussi U c'est une droite en fonction de I. Bref, j'ai deux droites. J'aimerais savoir comment passer d'un générateur de Thevenin à un générateur de Norton. Si tous les deux donnent une relation affine de U avec I, eh bien forcément je vais pouvoir les interchanger selon que le modèle m'arrange. Donc le passage Thevenin-Norton, c'était un des grands passages obligés dans l'ancien programme parce que ça permettait de faire des exercices en colle. Vous aviez, hop, on vous donnait un circuit super compliqué. Si vous écriviez les lois, vous en aviez pour des jours pour la résolution. Et puis il fallait prendre Norton, le passer en Thevenin, mettre deux Thevenin ensemble, ensuite prendre les Thevenin, le repasser en Norton. Quand deux Norton sont en parallèle, ils se somment sympathiquement, ça vous pourrez le vérifier. Bref, il y avait moyen de simplifier les choses. C'est plus du tout dans l'esprit du programme, mais le passage de Thevenin à Norton, c'est une première visualisation. Donc on va essayer de le faire sous forme de petit exercice et voir quel doit être le lien entre E, état et les deux résistances pour que ça fonctionne. Donc passage Thevenin-Norton. Et donc, exercice, montrer que si on a R1 qui est égal à R2 et que du coup on va noter R et que E c'est égal à R état, alors quand vous avez un générateur de Thevenin comme ça, avec E dans ce sens-là, c'est un point A et un point B. C'est strictement équivalent à avoir ce même point A et ce même point B avec un générateur de Norton avec une résistance R2 et un courant état. Ça veut dire que si vous branchez un circuit entre A et B ici, ou que vous le branchez ici, du point de vue du circuit, c'est exactement pareil. Il peut y avoir n'importe quoi dans le circuit, le résultat, c'est-à-dire la tension entre A et B, et le courant qui est débité et qui va sortir de A, vont être exactement les mêmes dans les deux situations, quel que soit le reste du circuit. Ça, c'est relativement fort. Donc, montrer qu'à cette condition, vous voyez que j'ai fait attention d'avoir le E et le état dans le même sens. Il faut qu'ils aillent de B à A. Alors, j'aurais pu très bien les mettre de A à B tous les deux, mais en tout cas, ils doivent être dans le même sens. Et donc, si j'ai égalité des résistances, et si avec la résistance commune, j'ai que E c'est égal à R fois état, vous voyez que c'est bien homogène. Là, j'ai une tension, une résistance et un courant, c'est du U égale RI. Alors, du point de vue du circuit, c'est exactement la même chose. Je vous laisse réfléchir un petit peu à la question et on se retrouve dans 2 minutes une fois que vous aurez réussi à démontrer ça. Bien, alors comment est-ce que ça va passer au niveau de cette démonstration? On essaye de prouver que quel que soit le circuit qui est derrière, donc quel que soit le couple courant-tension qui est nécessaire pour faire marcher le circuit, on aura la même relation. Donc il faut commencer par trouver les relations UI pour lui et pour lui, et ensuite essayer de prouver que j'ai la même relation et donc identifier les coefficients qui vont apparaître à l'intérieur. Alors, pour commencer, on va rajouter un choix pour la tension. Donc le U qui est ici va devoir être le même dans les deux circuits. Et puis on va choisir le I dans ce sens-là. J'ai quand même des générateurs, je vais me mettre en convention générateur. Bon, de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai que U, c'est égal à la tension aux bornes de la source, E, plus la tension aux bornes de la résistance. Sauf que la résistance, elle est en convention générateur, et du coup, vous avez que la tension à ces bornes, c'est moins R1I.
Donc, j'ai un premier lien entre U et I qui est celui-là. De l'autre côté, j'ai que le I qui est ici se coupe en deux. Donc, j'ai un I état dans ce sens-là et un I2 dans ce sens-là. Donc, j'ai que I vaut I état plus I2. I état, il est dans le même sens que état, donc c'est donc état directement. I2, c'est le courant qui traverse une résistance, dont la tension à ces bornes, c'est U. Vous voyez que là, il y a par un fil, le point B et le point A peuvent se retrouver aux bornes de R2, que c'est exactement pareil. Donc, comme cette résistance est en convention générateur, j'ai du moins U sur R2. Alors, pour pouvoir comparer à ça, le mieux c'est que j'isole U. Vous voyez que ça me donne R2I qui est égal à état R2 moins U. Et donc, je me retrouve avec du U, en faisant passer de l'autre côté, qui est égal à R2 état moins R2I. J'ai donc deux droites, deux relations affines entre U et I, et on sait que deux droites sont égales si et seulement si elles ont même pente et même ordonnée à l'origine. Le fait d'avoir même pente, ça me dit que forcément R1 doit être égal à R2. Et je vais donc noter ça R. Et si j'ai même ordonnée à l'origine, je vais avoir que R2 fois état, donc R fois état, doit être égal à E est donc égal à R fois état. Là où c'est important, c'est pour avoir la même orientation. Vous vous souvenez que l'orientation jouait sur les signes qui étaient là ou là, et donc on aurait pu avoir un signe différent si jamais l'orientation avait été différente. En revanche, pour la pente, on aurait toujours trouvé que R1 devait être égal à plus R2 devait être égal à plus R2, et on obtient le passage, l'équivalence entre Thevenin et Norton. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, enfin pour cette section-là. Et on va, dans la prochaine grande partie, parler de tous les raccourcis pour les associations de résistance ou de dipôles qu'on pourra voir ensemble, et pour essayer de simplifier un petit peu les calculs et avoir une intuition sur ce qui va se passer.